Bienvenue dans cet épisode très spécial de notre podcast Off the Record. Certains d'entre vous nous ont demandé comment un tel podcast était créé, et nous avons également reçu de nombreux commentaires sur d'autres aspects du changement culturel. Nous avons alors réfléchi à la manière de combiner les deux, et nous avons trouvé une solution. Aujourd'hui, nous enregistrons, devant un public en direct et avec 3 invités passionnants. Mais je vais vous en parler tout de suite. Bonjour à tous les collaborateurs présents sur site. Bienvenue dans notre studio de podcast. Depuis juin, nous avons parlé de nombreux sujets, des forces, de la culture de l'erreur, de la créativité, du growth mindset. Qu'est-ce qui t'a marqué? Je me souviens particulièrement du premier épisode. Je ne sais même pas combien de essais que nous avons eus, des centaines. C'était vraiment la ferme, la première jusqu'à X, et des lapsus. Aussi, je crois qu'il y en a eu 2 fois plus, et encore aujourd'hui. Je dirais que les discussions avec Jörn sur le thème de la culture de l'erreur et avec Toby sur la créativité ont été très enrichissantes parce que je pense que ce sont les thèmes qui me font le plus avancer, que ce soit pour nous en tant qu'entreprise ou pour moi personnellement. Et tiens, l'histoire de la bière est en fait aussi un apprentissage pour nous. En fait, notre podcast devait s'appeler Bière après 4, mais pour qu'il sonne bien dans toutes les langues, nous l'avons rebaptisé Off the Record. Je pense que nous aurions dû faire plus attention à l'heure dans certains épisodes. Certains étaient finalement assez tôt ou nous avons enregistré tôt dans la journée. Dès le début, nous avons voulu aborder les thèmes sous un angle critique. Penses-tu que nous y soyons parvenus jusqu'à présent? Je pense que oui. Nous avons été très gentils. Nous avons aussi eu des invités très sympathiques et qui avons répondu avec diligence et bien à nos questions. Et nous avons aussi posé des questions. C'est vrai. Est-ce que tu ferais autre chose? En fait, je suis assez satisfait. Peut-être vaudrait-il mieux envisager le sujet des traductions sous un angle différent. D'un côté, je suis profondément fasciné par les capacités de l'outil d'IA que nous utilisons pour traduire, mais cela me frustre également. Obtenir une bonne qualité de traduction nécessite un temps considérable. De plus, on perd souvent beaucoup d'humour et de spontanéité dans le processus. Nous avons aussi souvent mentionné la volonté d'expérimenter. Et la volonté d'expérimenter implique aussi d'avoir du courage et de voir si quelque chose fonctionne. C'est le cas de l'épisode d'aujourd'hui. Et je pense qu'il est temps de présenter notre première invitée. Elle est la responsable de compliance chez Siemens Suisse. C'est avec elle que nous souhaitons aujourd'hui aborder le thème de l'éthique. Bienvenue dans notre cercle, Sina Riedl. Sina, pourquoi l'éthique est-elle si importante? Hey, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Eray et Dashi. Je suis une grande fan de ce podcast et je trouve que vous avez créé quelque chose de vraiment génial et je suis ravie d'être ici aujourd'hui. L'éthique est importante parce qu'il est important pour nous, en tant qu'entreprise, de prendre des décisions qui ne soient pas uniquement basées sur un avantage économique, mais qui soient pour que nos actions soient durables, équilibrées et qu'elles reposent sur nos valeurs fondamentales. Je crois que cela nous permet de devenir une entreprise plus performante et meilleure. Cela rend les décisions équilibrées, durables et nous donne la possibilité, en tant qu'entreprise, de créer de la valeur dans la société et de faire quelque chose de bien. Et si nous regardons le monde d'aujourd'hui, il est devenu totalement complexe. Nous avons l'IA dans nos vies, tout comme vous l'utilisez maintenant. Nous avons des guerres en Europe. Nous voyons des divisions sociales sur différents sujets. Le site, le rôle des entreprises, en particulier des grandes entreprises comme Siemens, a changé. Les gens dehors, que ce soit nos propres employés, nos fournisseurs, nos clients, attendent d'une entreprise comme Siemens que nous assumions une responsabilité sociale. Que nous nous engagions, que nous soyons responsables. Agir éthique? Et l'éthique crée pour nous un cadre. Il est essentiel de faire des choix organisés, de traiter des problèmes complexes, de les discuter et enfin de prendre une décision équilibrée afin de prendre des décisions efficaces. Dans quelle mesure sommes-nous devenus plus éthiques en tant que Siemens en Suisse? Je pense que c'est comme pour tous les thèmes culturels. Un ancrage de l'éthique dans notre culture nécessite tout simplement du temps et nous pouvons aussi nous l'accorder. Ce que nous ressentons, c'est que les questions qui nous sont posées sont plus nombreuses, ont augmenté depuis qu'une sensibilisation a été faite sur le sujet. Est-ce faite? Est en cours. Et il peut s'agir de questions telles que: dans quelle mesure voulons-nous que notre technologie atterrisse dans une entreprise d'armement? Ou comment nous comportons-nous lorsqu'un client se comporte de manière irrespectueuse envers un collaborateur de Siemens? Ou encore, que faisons-nous lorsqu'un fournisseur ne reflète pas nos propres valeurs?
Les gens viennent vers nous avec ces questions, ils veulent en discuter, ils veulent une attitude, et je pense que c'est déjà le bénéfice de tout cela. Tout simplement parce qu'il y a un cadre, une plateforme, une culture pour aborder de tels sujets, aborder et discuter sur plusieurs sujets. Afin de prendre une décision juste et équilibrée, permettez-vous de peser tous les éléments pertinents. Et comment pouvons-nous, en tant que collaborateurs, soutenir cela et nous comporter de manière plus éthique? Je pense que ce n'est pas si compliqué et qu'en fin de compte, cela commence par nous-mêmes. Nous pouvons nous-mêmes donner l'exemple et montrer le bon exemple en servant de multiplicateur de nos valeurs. Servir nos valeurs Siemens. Comme je l'ai déjà mentionné, le monde est devenu de plus en plus complexe avec des sujets qui le sont tout autant. Il est important de créer des opportunités de discuter de ces sujets, même s'ils peuvent sembler anodins, comme lorsque nous avons récemment eu affaire à un client qui s'exprimait de manière irrespectueuse. C'est en mettant en place un cadre pour ce genre de discussion que nous pourrons avancer. Et de réfléchir à la manière de procéder ou d'avancer. Et ce que je trouve très important, c'est une question d'intégrité, d'assumer la responsabilité de son propre comportement. Et en fin de compte, de créer un environnement inclusif où différentes opinions et voix peuvent être entendues. Même les opinions critiques, que ces voix aient un espace, être mises en lumière, et je trouve aussi très important d'apprendre. Être capable de réfléchir par soi-même et d'adapter ensuite sa propre action. En résumé, on pourrait dire que la conformité est une question d'attitude. Oui, cela résume peut-être bien la situation, et la compliance peut ici jouer un rôle de modérateur, être en mesure d'amener différentes personnes à se rencontrer. L'objectif est de réunir des opinions et des individus diversifiés autour de la table afin d'engager une discussion productive. Tu es responsable de la compliance depuis presque 1 an maintenant. Et y a-t-il eu une situation où un comportement contraire à l'éthique a pu être stoppé? Ce qui est sûr, c'est que les gens viennent nous voir et nous disent « Comment évalueriez-vous ceci ?» ou « Comment évaluez-vous cela ?» Devons-nous permettre l'utilisation de notre technologie par une entreprise de défense en Turquie, par exemple? Ainsi, de telles interrogations sont véritablement mises en évidence, étudiées, et en fin de compte, nous les discutons toujours avec les responsables commerciaux et la direction de l'entreprise, voire avec le service de durabilité, afin d'obtenir une vue d'ensemble complète. Cela s'est réellement développé de manière significative et importante. Une prise de conscience, une sensibilisation à ces thèmes. C'est très bien. Merci pour tes explications et merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Savais-tu que la moyenne d'âge chez Siemens Suisse est d'environ 40 ans? C'est parfait, car nous avons maintenant des jeunes avec nous. Le prochain invité est vraiment encore jeune et il est chez Siemens Suisse depuis 1 an. Nous sommes impatients de connaître son point de vue, peut-être un peu différent, sur le thème du changement culturel. Bienvenue à Nico Kunz. Merci beaucoup de me permettre d'être parmi vous. Nico, tu es automaticien en 2e année d'apprentissage. Pourquoi as-tu postulé chez Siemens à l'époque? Tout d'abord, il convient de mentionner que c'est ma première expérience en tant qu'apprenti. Cela signifie que je ne suis pas du tout familier avec le processus et les procédures. Siemens est une grande entreprise réputée. J'ai souvent entendu parler en bien de cette entreprise. En fait, dès le début, je l'ai considéré comme mon premier choix et j'ai donc postulé. Pourquoi ai-je choisi Siemens? On dit souvent que Siemens propose un excellent programme d'apprentissage, offrant une formation complète et de bonnes perspectives professionnelles à l'avenir pour ceux qui ont effectué leur apprentissage chez Siemens. Cette perspective m'a beaucoup plu, donc j'ai voulu tenter ma chance. Je pense que nous avons ici un ambassadeur parfait pour l'employé branding. C'est sans doute le bon choix que je recommande. De ton point de vue, qu'est-ce qui a changé cette année depuis que tu as commencé? Comme je ne suis là que depuis 1 an, je ne peux pas encore en dire beaucoup. Dans le domaine de la formation professionnelle, il n'y a pas eu beaucoup de changements cette année. La seule chose qui a beaucoup changé, surtout depuis 3 ans, c'est le travail à domicile. Cela a probablement beaucoup augmenté pendant la crise de Corona. Là, on ne pouvait plus bien faire des affaires avec les mesures de protection. Et je pense que cela a fortement augmenté. Malheureusement, nous n'avons pas pu le développer autant dans la formation professionnelle. Beaucoup auraient aimé avoir encore un peu plus de travail à domicile, mais je pense que c'est déjà bien. Que penses-tu de la collaboration avec les collègues, ceux qui sont là depuis un peu plus longtemps, donc comme ça? Je trouve cela très passionnant, parce que les personnes plus âgées, qui sont là depuis plus longtemps, ont beaucoup de connaissances. Ils peuvent nous l'enseigner, où nous pouvons partager ce savoir, et ainsi, les jeunes peuvent aussi en profiter beaucoup.
Et peut-être que les personnes un peu plus âgées peuvent aussi apprendre quelque chose des jeunes. Peut-être qu'ils peuvent s'inspirer un peu de notre manière d'aborder certaines choses. Je trouve cette collaboration tout simplement passionnante. J'ai déjà beaucoup appris. Qu'est-ce que tu me dis? Aurais-tu un exemple concret d'une situation où tu as pu expliquer ou enseigner quelque chose à une personne plus âgée? Pour l'instant, rien ne me vient à l'esprit. Mais peut-être quelque chose que j'ai pu apprendre de personnes un peu plus âgées. Que l'on ne réfléchit peut-être pas toujours autant à ce que l'on fait, mais que l'on se lance et que l'on voit ce qui se passe. Bien sûr, dans des situations plus délicates, il faut aborder les choses de manière plus réfléchie, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai pu apprendre. C'est un point de vue passionnant, très cool. Et je pense que nous pouvons vraiment apprendre beaucoup de toi aussi. Merci de ta visite. Et c'est très excitant d'entendre aussi une perspective plus jeune. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir permis d'être ici. Le changement culturel n'est pas seulement un thème chez Siemens en Suisse, mais aussi dans le monde entier. C'est de cette perspective globale que nous aimerions maintenant parler avec notre prochain invité. Bienvenue à Alex Zen, Head P&O chez Siemens Smart Infrastructure. C'est un plaisir d'être là. Alex, tu es chez Siemens depuis 2018. Quel a été le plus grand changement en matière de changement culturel au cours des 6 dernières années? Avant de répondre à cette question, je suis si fier de Nico et je suis si fier de travailler pour une telle entreprise. Je ne me serais jamais assis à 16 ans, m'asseoir et parler comme ça. Un grand compliment. Mais revenons à ta question. Nous avons jeté 2 ancres. L'une est le growth mindset et l'empowerment. Je suis là depuis 6 ans, comme tu l'as dit. Si je regarde où nous en sommes aujourd'hui, nous avons déjà 2 ou 3 longueurs d'avance sur Siemens. Je ne dis délibérément pas essai, délibérément pas global. Mais Siemens, il y a une culture, pas une culture spécifique à essai. Nous avons une culture Siemens, c'est très important pour moi. Puis-je demander je profite de l'occasion pour faire un vœu, lorsque nous parlons de culture, que je souhaite encore plus. Nous devons toujours nous améliorer en matière d'empowerment. Nous pouvons tous nous améliorer dans le growth mindset et aussi mieux l'orchestrer. Mais ce qui me manque encore un peu, et je ne m'exclus pas de la liste, c'est la culture du feedback. Je pense que nous ne nous donnons pas assez de feedback. Et je ne parle pas seulement de ce que nous pouvons encore améliorer, mais aussi de ce que nous faisons déjà bien. Nous ne faisons pas assez la fête chez Siemens. Et le feedback est pour moi, avec les équipes de peer-to-peer, des supérieurs hiérarchiques. Le supérieur avec ses membres de l'équipe, c'est-à-dire des team members. C'est ce que je souhaiterais. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Siemens a du retard dans ce domaine. A encore un peu de retard à rattraper. Oui, il y a toujours de la marge. Oui, c'est vrai. Tu as dit qu'il n'y avait qu'une seule culture Siemens. Pourtant, vous êtes environ et à peu près autant de collaborateurs chez Siemens Smart Infrastructure, et ce dans le monde entier. Différents fuseurs horaires, différentes cultures, religions, pays, langues. Comment parvient-on malgré tout à établir une culture et une identité? Je pense que nous devons tous apprendre à parler la même langue et à se fixer un ancrage, comme nous l'avons dit, avec le growth mindset et l'empowerment. Et ensuite, il est important de réfléchir à la manière dont ils diffusent cela dans le monde, et puis écouter aussi quelles sont les choses spécifiques à chaque pays qui doivent être prises en compte, la culture. Et je dis toujours qu'il y a un cadre quand on parle de culture, mais cela, vraiment, compréhension de ce que cela signifie pour nous est très spécifique à chaque pays, peut-être même en partie spécifique au business ou à l'entreprise. Tout dépend de la situation dans laquelle se trouve une entreprise ou une équipe, la maturité où il se situe, et je pense que cet échange sur la culture est extrêmement important. Nous pouvons l'orchestrer. C'est pourquoi nous avons aussi besoin des pays qui mènent ce dialogue dans les équipes sur place, que nous réunissions les équipes et que nous disions qu'est-ce que cela signifie pour nous. L'empowerment, le pouvoir d'agir. Quand les membres de l'équipe se sentent-ils autonomisés au sein de l'équipe? Quels sont les processus qui nous permettent de le constater? Ou bien remettre en question les processus? Ces processus favorisent-ils l'empowerment? Je pense que cet échange est extrêmement important. Le défi est que nous fournissions le cadre global, mais que nous gardions toujours les oreilles grandes ouvertes et que nous écoutions les pays. Ce que je souhaite, et vous avez raison sur ce point, c'est que nous soyons moins des corporates. Il ne s'agit pas de conduire des initiatives, mais de les mettre en œuvre dans les pays. C'est ce qui doit se passer. Mais ce que je souhaite, c'est que nous soyons un écosystème, que nous apprenions les uns des autres. Si une initiative voit le jour dans un pays, que nous la fassions aussi à l'échelle mondiale ou que d'autres pays l'adoptent. Je pense que nous devons mieux passer à l'échelle. Il n'est pas judicieux pour un Siemens
que nous fassions notre propre chose dans chaque pays, mais que nous soyons en contact les uns avec les autres. Comment dit-on en allemand moderne? Stealing with proud, c'est ce que je souhaite aussi. Tu as récemment mentionné les difficultés qui se présentent. Parfois, ce sont aussi de petits pas que nous pouvons faire pour changer les choses, pour faire bouger les choses. De ton point de vue, qu'est-ce que ce serait? Commencer par soi-même. C'est la première chose. On peut toujours se plaindre. Nous ne sommes pas bons dans ce domaine. Le supérieur hiérarchique n'est pas bon dans ce domaine. La compagnie devrait faire quelque chose dans ce domaine. Que nous nous regardions tous dans le miroir et que nous nous demandions ce que nous pouvons faire pour contribuer au changement culturel. C'est par exemple donner un feedback. Speak-up culture, ce sont des éléments qui aideront à faire avancer les choses. Un dernier point, ce qui m'aide toujours, c'est que je vois le verre à moitié plein. Qu'est-ce qui fonctionne? Où quelqu'un a-t-il changé et va-t-il dans la bonne direction? Et ne pas être uniquement dans le négatif. Cela m'aide à voir le changement. On ne change pas une culture du jour au lendemain. On ne change pas du jour au lendemain. Cela prend du temps. On retombe toujours en arrière. Peut-être devons-nous aussi commencer à parler ouvertement de sujets en tant que cadre, où nous avons aussi du retard à rattraper. Par exemple, moi. N'écoute pas assez. Je fais parler les gens. Cela m'énerve moi-même. Mais c'est extrêmement difficile pour moi de ralentir d'une manière ou d'une autre à mon rythme. C'est pourquoi le feedback, je reviendrai à Maastracht. J'espère que les gens en profiteront. Feedback, feedback, feedback. Donnez-moi un feedback si je parle trop vite ou si je me coupe la parole. Je tombe. J'espère que j'ai été bon aujourd'hui. Je voudrais revenir directement sur ce point. Tu as dit quelque chose de très important, le speak-up. Speak-up culture, c'est-à-dire la culture du speak-up. Et pour la speak-up culture, il faut un environnement. Je souhaite créer un environnement où mes collaborateurs se sentent à l'aise pour partager leurs critiques et leurs idées. Je suis ouvert à un dialogue constructif afin d'améliorer notre travail et de résoudre les problèmes éventuels. Que peuvent faire les cadres? Peuvent-ils faire pour créer cet environnement? Alors très pragmatiquement simplement dire, parce que c'est un voyage, comme tu l'as dit. On avance, on recule de 3 pas, on avance à nouveau de 5 pas. Rester à l'écoute, mais aussi dire, d'accord, nous pouvons aider et soutenir avec de tout petits moyens pour rendre cela possible. Cela commence par nous-mêmes. La première question est de savoir si je veux entendre un feedback en tant que supérieur. C'est la condition de base. J'espère que tout le monde répondra par l'affirmative, car le feedback permet de grandir et de devenir un meilleur dirigeant. J'ai dit dans un autre podcast que si un dirigeant me dit sur une échelle de 1 à 10, déjà sur un 10, mais alors cette personne n'a pas compris le leadership. Tu ne sauras jamais être un leader parfait. Chaque jour est différent, chaque situation est différente. Nous sommes aussi des êtres humains. Les dirigeants, pour le leadership, ne sont que des êtres humains avec des sentiments et des erreurs. Je crois que vouloir ce que je veux dire comme condition de base pour le feedback, vouloir être honnête, mais également en créant un environnement propice. Je suis convaincu que cela est atteignable en reconnaissant nos erreurs, en abordant les sujets que nous ne maîtrisons pas encore et en nous montrant vulnérables, car cela ouvre des possibilités. Ensuite, on peut bien sûr l'intégrer dans les réunions d'équipe, faire de courtes sessions de feedback, s'entraîner et s'exercer à cela, et peut-être commencer par de petits pas de bébé. Dernier point, vous pouvez aussi aider vos chefs, donnez-leur un feedback en one-to-one. Ayez le courage. Maintenant, je suis peut-être un peu dur. Si un employé de niveau supérieur ne peut pas le tolérer, ce n'est sans doute pas le plus adapté pour être votre manager. Tout le monde mérite un environnement où le cadre est à l'écoute, et te soutienne et soit ton coach. J'aimerais vraiment que nous allions tous dans la bonne direction, les cadres aussi. Maintenant, j'ai transmis beaucoup de choses aux collaborateurs en tant que tâche. Les cadres sont avant tout appelés à faire leur travail. Nous avons des attentes, c'est très clairement décrit. Et les attentes sont élevées. Un grand merci pour cette conclusion très belle, cet appel aux collaborateurs fantastique. Un immense merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Bon, revenons à notre passage préféré, celui qui ne doit jamais manquer. La pause bière. La pause bière. Notre boisson préférée donc. En effet, nous demandons toujours à nos chers invités ce qu'ils nous ont apporté et nous racontons l'histoire qui l'accompagne. Et Ray, qu'est-ce que tu nous as apporté J'ai découvert l'eau de aujourd'hui? coco pendant les vacances d'été. Oui, à la santé. À la santé. C'est sain? Mais il s'agit bien sûr à nouveau d'une de mes transitions légendaires, l'expérimentation. En effet, ce sera aussi l'un des prochains thèmes dont nous discuterons encore dans les 5 épisodes restants, en plus de la diversité, de l'empowerment, de l'adaptabilité et de la collaboration. J'attends cela avec impatience. Voilà, c'est la transition parfaite. Nous allons maintenant vraiment terminer la soirée avec un petit apéro. Chers collègues présents, nous vous remercions de votre présence.
Un grand merci également à Sina, Alex et Nico pour vos inputs. C'était vraiment passionnant. Et bien sûr, cette fois encore, merci de nous avoir écoutés. À bientôt et ciao ensemble. À bientôt.